Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Majdeline Sounoun, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix pour votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Pierre. Salut. Tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est avec un grand plaisir qu'on te reçoit sur le Gagne-Pain. C'est vrai que tu as un métier très atypique qui nous a été énormément demandé par la communauté du Gagne-Pain. On va découvrir tout ça tout au long de l'interview. Mais pour commencer, je te propose de te présenter et de te décrire en quelques mots. Écoute, merci pour l'invitation. Je m'appelle Pierre Paris. J'ai 25 ans, bientôt 26. Et je suis le CTO et cofondateur de My Name is Bond, qui est une agence d'automatisation. Je suis ingénieur de formation, j'ai fait les arts et métiers. Okay. Et ensuite, j'ai suivi un peu le parcours classique en travaillant 2 ans dans un cabinet de conseil, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire et que je voulais tester dans un minimum de temps un maximum de métiers différents. Et ensuite, petit à petit, et un peu par une bizarrerie de la vie, on va dire, je suis tombé sur l'agence d'automatisation My Name is Bond avec un de mes très bons amis qui est maintenant mon cofondateur, Maxime Blondel. Et on a lancé j'ai rejoint le projet de l'agence d'automatisation à peu près en 2020, début 2020. Et en fait, notre but pour My Name is Bond, c'est vraiment d'accompagner les entreprises sur l'automatisation de leur croissance. Donc ça passe par des licences de robots sur les réseaux sociaux qui leur permettent d'automatiser des actions, mais aussi par de l'accompagnement directement chez eux en entreprise, en mode mission de conseil, pour vraiment les aider à choisir les bons outils et à automatiser le maximum d'actions. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout dans ce métier et dans le monde digital et qui veulent en savoir plus sur l'automatisation, qu'est-ce que c'est concrètement ? Est-ce que tu peux un peu vulgariser ce que vous faites ? Ouais, carrément. En fait, on va prendre une image simple. L'automatisation, quand on dit ce mot-là, dans la tête des gens, on pense robot. Et donc, on pense, un des robots les plus connus aujourd'hui dans le monde, c'est Wall-E, le robot de Disney. Et donc, on pense à un programme ou quelque chose de très mécanique qui réalise des actions. Et en fait, l'automatisation, c'est un pan de ce qu'on appelle, je vais encore utiliser un gros mot, je vais dire le no-code. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mettre en place des actions de manière automatique pour ne plus avoir à les faire à la main. Et donc, en fait, c'est s'affranchir de toutes les tâches qui sont chronophages, type je fais des copier-coller, type j'envoie tout le temps le même mail à la même personne. Et pour s'affranchir de ces actions-là, on met ce qu'on appelle des automatisations en place. Et donc ces automatisations, elles permettent vraiment de gagner du temps. Et ça permet aussi, par exemple, de mieux gérer ses données, de mieux les retrouver, etc. Donc ça s'englobe vraiment dans un monde qui, pour moi, est aujourd'hui le monde de demain. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'une chose qu'on peut automatiser aujourd'hui ? Il y en a plein en fait. On ne s'en rend même pas compte et il y a énormément de use cases possibles. On a par exemple automatisé des newsletters. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple concret, tous les jours, la NASA prend en photo l'univers. Tous les jours. Et il le stocke dans ce qu'on appelle une API. Et donc il le stocke, on ne va pas rentrer dans le détail des API, mais il le stocke dans un endroit. Eh bien, nous, on a créé une automatisation qui, tous les jours, tous les matins, va chercher cette photo et il l'envoie par mail à une panoplie d'adresses mail. D'accord. Et donc ça, on a vraiment automatisé toute la chaîne qui fait que tous les jours à 9h04, l'email est envoyé. Ok, donc c'est faciliter la vie des utilisateurs et les affranchir de tâches chronophages et pas sympa à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Dès qu'on n'a pas besoin de son cerveau, on peut l'automatiser. Et on peut l'utiliser. On peut utiliser notre cerveau pour autre chose Exactement. d'un peu plus sympa. Ok. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir ta boîte ? Pourquoi avoir créé ta start-up ? En fait, moi, mon schéma de pensée, il a été très simple de me dire, je vais aller dans une boîte de conseil, parce que dans les entreprises de conseil, tu as énormément de possibilités en très peu de temps. Donc, c'est vraiment une très bonne école. Et c'est un petit peu le schéma classique qu'il y a aujourd'hui quand les gens sortent d'une école de commerce ou d'ingénieur. Ils vont dans une boîte de conseil parce que c'est de plus en plus commun et ça te permet d'arriver rapidement dans des réunions avec des décisionnaires et avoir des responsabilités assez importantes. Donc moi, j'ai fait ça pendant 2-3 ans chez SIA Partner. Oui. Et j'ai découvert justement l'automatisation, j'ai découvert le no-code. J'ai pas mal voyagé, j'ai vu des grands groupes, des petits groupes. Et
inconsciemment, je me suis un petit peu fait ma liste de ce que j'aimais bien et ce que j'aimais pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait dans le monde du salariat et des CDI beaucoup de freins à la productivité. Et je me sentais pas, en fait, je savais que j'allais pas pouvoir être capable de changer le monde là-dessus. Ouais, ça, c'est clair. Et qu'il y a, tu vois, je vais te donner des exemples simples, mais il y a beaucoup de présentéisme. C'est-à-dire que tu dois rester jusqu'à 19h pour montrer à ton boss que tu es là jusqu'à 19h. Tu vas dans des pays comme la Suède, ça n'existe pas. Tu vois. Si tu es là à 19h au travail, ton boss vient te voir en disant pourquoi, où est-ce que tu es en retard. Il y a un problème de productivité. Exactement, où est-ce que je peux t'aider, etc. Alors qu'en France, il y a énormément de présentéisme. Je te rassure, je le faisais très bien le présentéisme. Je savais venir tôt et repartir tard. Mais derrière ça, en fait, il y avait un problème un petit peu d'évaluation de la performance. Alors qu'une startup, c'est radical. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent, tu es dans le vrai, tu perds de l'argent, tu es dans le faux. C'est tout. Il n'y a pas de mon boss va me dire que. Et après, il y avait d'autres freins aussi dans le salariat qui me gênaient un petit peu. C'est-à-dire, tu vois, le fait de devoir poser des congés, le fait de dire j'ai un rendez-vous médical à 15h30 le jeudi, il faut que je pose mon après-midi. Tu vois, là, aujourd'hui, je suis à mon compte, je travaille beaucoup plus que quand j'étais en CDI, mais j'ai une liberté sur ce genre d'actions qui sont vraiment très bonnes. Tu gères ton temps, tu es libre, contrairement au salariat. On va dire que tu es moins maître de ton temps parce que ton cerveau il est beaucoup plus occupé, parce que c'est ton bébé et c'est à toi de le faire avancer. Oui. Personne va te dire oui ou non. Il n'y a que le compte bancaire à la fin du mois ou de l'année. Mais par exemple, je vais te donner un exemple. La semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Ça fait 2 semaines que j'ai déjà dit que le lendemain, j'allais poser mon jour de congé. Tu vois, genre, je sais que on va faire une grosse fête le soir. Et ben, j'organise mon emploi du temps pour être tranquille. Donc, créer sa boîte aujourd'hui, c'est pas forcément avoir plus de temps finalement. Ouais, c'est un peu le paradoxe. En fait, c'est compliqué. En fait, moi, je le calcule plus en termes de charge mentale. C'est-à-dire que quand tu es en CDI, tu fais ta journée, même si tu as des périodes où parfois tu as des grosses réunions, donc ça te prend un petit peu la tête. Mais le jour où tu pars à l'heure à laquelle tu pars de ton travail, c'est bon, tu as quitté ton travail. Oui. Et plus personne te demande de travailler. Alors que quand tu es en entrepreneur, en fait, la différence, ça va se faire sur des petites actions sur lesquelles tu vas y penser et tu vas peut-être être en train de boire un verre avec tes potes et tu vas penser à cette action-là, tu vas la noter quelque part. Mais au final, ton esprit, il est vachement occupé. Et donc, même si tu peux mettre des stories sur Instagram ou tu es en télétravail, je ne sais où, au final, la charge mentale en tant qu'entrepreneur, elle est vraiment beaucoup plus forte que quand tu es en CDI. Tu penses sans cesse. Ouais, tu penses sans cesse. Alors après, il faut être aussi capable de faire ce qu'on appelle des sprints. Et ça, c'est quelque chose qui est très répandu dans les projets, quand tu es product manager, etc. C'est qu'en fait, tu travailles, tu essayes d'avoir ton emploi du temps avec donc, des tâches qui sont toutes les semaines à réaliser, mais tu te mets aussi des sprints donc, de 2 semaines, 3 semaines ou d'1 mois, où tu te dis, voilà, à la fin de cette période-là, il faut que telle grosse tâche, comme par exemple mettre en place un site internet, créer une application mobile, ça c'est un sprint, il faut qu'à la fin de ces quelques semaines, ce soit fait. Et donc là, tu te mets la tête dans le guidon, t'annules tous tes projets perso, etc. Et tu vas à fond. Quelle a été la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ton parcours ? Alors la plus grande difficulté, je pense que c'est vraiment la transition entre CDI et entrepreneuriat. Parce qu'en fait, moi j'ai commencé My Name is Bond, c'était un side project que je faisais en plus de CDI. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait avec My Name is Bond. Et donc j'ai pris la décision de quitter mon CDI et de m'y mettre à fond. Et en fait, la plus grosse difficulté, elle a été dans cette période de passer d'une période un petit peu, on va dire, entre guillemets, facile, dans le sens où on a un pôle qui gère la finance, un pôle qui gère la RH, etc., à devoir mettre les mains dans le cambouis de tous les sujets, de se mettre à jour à fond, de vraiment comprendre comment tout le moteur de l'entreprise fonctionne, et donc vraiment de monter en compétences rapidement, tout en gérant la production et le développement de la startup à côté. Et donc ça, c'est vraiment pour le coup un énorme défi. Mais après ça, on apprend tellement de choses que c'est juste que du bonheur. Donc quitter sa stabilité, c'est pas facile, quoi. Ouais. Et autour de toi, est-ce que tu as eu des inquiétudes de la part de ton premier cercle ? Parce que je sais que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup ceux qui veulent se lancer. Voilà, l'avis des gens, fais attention, peut-être que ça va pas marcher. Toi, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui veulent lancer leur start-up ? En fait, le conseil vraiment premier que je donnerais, c'est il n'y a pas de bon moment.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut le faire. Et si on a peur de se lancer, il faut le faire en parallèle d'un autre projet. Comme ça, on a la sécurité, on va dire, financière d'un côté, et en même temps, on est capable de développer. De toute façon, quel que soit le projet, ce qu'il faut, c'est de l'intensité. C'est comme ça qu'un projet continue de vivre ou meurt. C'est vraiment de l'intensité. My Name is Bond, il aurait pu mourir 15 fois si on n'avait pas une équipe ultra soudée. D'ailleurs, je fais un petit big up à Marion, ma cofondatrice, à Maxime, à Julien, à Colline et à Théo. Parce qu'on est vraiment une team hyper soudée. Et on est là dans les bons moments comme dans les mauvais. Et on a la chance de faire la fête ensemble, de faire des activités, on va dire, extrascolaires ensemble. Donc ça, c'est vraiment le plus important, c'est de se lancer. Il n'y a pas de bon moment, donc il faut y aller. Un autre conseil qui est assez important de garder en tête, c'est que l'avis de ton entourage est important. Et moi, j'ai eu la chance quand j'ai annoncé que je me lançais à fond, ils m'ont tous dit, mais évidemment, t'es fait pour ça, pourquoi tu l'as pas fait avant? Mais en même temps, en France, on a une peur de l'entrepreneuriat. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir le cas inverse. J'ai déjà vu le cas inverse. Je connais notamment un de mes amis que je ne citerai pas, qui est entrepreneur aujourd'hui et qui ne l'a même pas dit à ses parents. Par peur d'avoir de l'inquiétude, en fait. Il veut simplement les protéger pour leur dire, vous inquiétez pas, ça va aller. On va aller to the moon avec mon entreprise. Et donc, parce qu'il n'est pas encore stable financièrement et qu'il a peur que ses parents s'inquiètent, quoi. Ouais, parce que c'est hyper risqué. Ouais. Après, on vit dans un magnifique pays qui est la France. Et en termes d'entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a pas un pays plus confortable pour se lancer en entrepreneur. Comparé aux États-Unis, tu lances ta boîte, le chômage, ça n'existe pas. Ah bah oui. Et tu te casses la jambe, c'est 15 000 $ qu'il faut sortir de ton compte bancaire. Donc en France, il y a une sécurité autour de l'emploi qui est impressionnante. Donc il faut se lancer. Et par rapport à l'entourage, donc quelle que soit la vie, il faut faire attention justement aux avis de son entourage parce que l'avis qu'ils vont donner sur sa startup vont souvent être positifs, sauf qu'ils vont jamais être les premiers clients. Et moi, je l'ai vu avec mon entourage et c'était quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est-à-dire que j'ai lancé mon projet et c'est à ce moment-là en fait que tu as besoin de ton entourage, tu as besoin qu'ils achètent tes produits, qu'ils se lancent, qu'on itère avec eux parce que l'itération sera facile. Totalement. Et en fait, tout mon entourage a commencé à utiliser mon produit après 6, 7, 8 mois. Donc tu vois, en France, on attend que le produit soit stabilisé et se dire ok, il a mis des efforts, il a mis de l'intensité, je vais le soutenir. Pour avoir confiance ensuite. Exactement. Alors que quand tu vas dans d'autres pays, j'ai un ami libanais, il me dit, quand un de mes potes ouvre un resto au Liban, ils vont au resto et à la fin, ils lui donnent encore plus que l'addition. Alors qu'en France, ils disaient, bon, allez, tu me payes l'apéro, tu me payes, tu vois. C'est vraiment deux mentalités qui sont hyper différentes. Ouais. Est-ce que tu utilises l'anglais dans ton travail ou une autre langue étrangère? Ouais, je vois un peu où tu veux en venir. C'est complètement... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un master pendant 1 an aux États-Unis, où j'ai appris l'entrepreneuriat, l'industrial engineering. Je suis parti à Texas Tech. C'est hyper important l'anglais et honnêtement, j'aurais jamais lancé ma startup si j'étais pas bon en anglais. Tout simplement, déjà pour la première raison, c'est qu'il y a énormément de tutoriels et toutes les meilleures ressources sur les logiciels ou sur être autodidacte sont en anglais. Ouais. Et aujourd'hui, quand on a lancé My Name is Bond et qu'on a eu un petit peu un pic d'audience, on a eu énormément de clients étrangers. Et sans ces clients étrangers et sans leur feedback étranger, on n'aurait jamais autant amélioré le produit. Donc, c'est hyper important d'être à l'aise. Moi, je me souviens de certains calls de prospection au début de l'aventure où je ne savais même pas s'il était français ou anglais et le call commençait directement en anglais. Donc, il faut être prêt. Ouais, il faut être prêt. Et s'il y a vraiment un truc où on peut prendre de l'avance en entrepreneuriat, c'est se former en anglais. Tu parlais de ressources, de logiciels, etc. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner à ce niveau-là pour se former en autodidacte et en savoir plus sur ce métier? Ouais, carrément. Justement, ça fait 2-3 ans que j'ai utilisé énormément d'outils, à peu près 250, je pense, 300. J'ai tout testé pour les to-do list, pour envoyer des mails, même créer des podcasts. Et en fait, j'ai créé une liste, dont je pourrais te donner le lien d'ailleurs, qui est vraiment une base où j'ai classé en fait tous les outils en fonction du besoin. D'accord. Donc, justement, comment envoyer des mails, comment faire une base de données, comment automatiser des actions. Et donc, tout ça est répertorié dans cette liste. Et dans cette liste, justement, on a aussi des conseils pour ceux qui veulent lancer leur start-up, des outils qui pourraient les aider. Ouais, carrément. On a monté avec The Secret Company une formation qui s'appelle Secret. D'accord. Et qui a pour but, justement, en 10 heures, d'expliquer tous les différents aspects pour lancer son side project et générer un revenu passif.
Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen et la meilleure porte d'entrée pour se lancer dans l'entrepreneuriat de manière un petit peu, on va dire, sécurisée. Donc, qu'est-ce qu'un revenu passif ? Alors, un revenu passif, c'est un revenu qui ne demande pas beaucoup d'efforts à mettre en place et qui permet de générer de manière passive, on va dire en automatique, un petit peu quand tu dors, de l'argent tous les jours. Donc, ça peut être... les exemples sont assez variés. Ça peut être j'écris un livre. Tu vois, donc tu écris un livre pendant une certaine période, donc en mode sprint. Tu sors le livre. Et ensuite, tu as des petites actions à faire, 1 heure, 2 heures par jour, d'interviews, j'envoie des messages, j'envoie des mails. Mais au final, ça rentre tout seul. Ouais, le revenu rentre tout seul. C'est la meilleure, ce qu'on appelle des muses, en fait. C'est la meilleure muse, c'est créer un livre. Même si au moment de la création ou une formation, ça prend du temps. Oui. Après, il y a énormément d'exemples de muses. On donne d'ailleurs dans la formation 30 idées de muses à lancer tout de suite pour vraiment lancer ceux qui veulent et qui sont intéressés par ça. Donc, ouais. Et cette formation, du coup, est une muse. Cette formation, du coup, est une muse, ouais. Et donc, c'est un peu Inception de la muse, ouais. Exactement. Aujourd'hui, le télétravail a pris une place importante dans notre mode de travail. Est-ce que être CTO, ça s'adapte bien à ce mode-là ? Et est-ce que c'est totalement faisable de partir de la France, de travailler à l'étranger, de travailler à distance ? Et toi, est-ce que tu le fais ? Alors, ouais, c'est hyper... Alors, pour le coup, oui, CTO en remote, il n'y a pas de souci. Okay. Il faut juste bien gérer, si tu as une équipe en dessous de toi, les différents meetings et être sûr que la personne que tu manages n'est pas trop sensible au management de proximité et donc que tu peux la former par Zoom ou en lui envoyant des vidéos, des Looms. Moi, c'était quelque chose qui me faisait très peur par rapport au CDI. C'est-à-dire que j'étais très attaché aux after-work, aux séminaires, tu vois, à la pause café, etc. Et donc, nous, on a pris le choix dès le début de la création de The Secret Company et de My Name is Bond d'être une boîte remote et de ne pas acheter de locaux. D'accord. Ce qui nous permet en fait de dégager un budget qu'on aurait alloué à des locaux pour aller en Airbnb à droite à gauche tous ensemble et pouvoir bosser. Pierre, quels seraient tes conseils pour ceux qui veulent se lancer dans ce métier ? Voilà, si tu avais un petit cousin, un petit frère qui souhaite faire ce que tu fais, qui va se lancer dans les études, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais qu'il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de produit parfait et qu'il faut toujours rentrer sur le marché par une niche, c'est-à-dire prendre vraiment une expertise ultra spécifique, la tester, se faire plaisir. C'est-à-dire que si ce qu'on fait tous les jours, surtout en entrepreneuriat, vu que c'est du 70, 80, tout ce que tu veux, heures par semaine, il faut vraiment faire quelque chose qu'on adore. Et donc, il faut rentrer par là. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a un socle solide, des clients, etc., commencer à se diversifier. D'accord. Pourrais-tu nous conseiller des films, séries ou livres même des podcasts en rapport avec ton métier? Alors, en rapport avec mon métier, en termes de podcast, moi je suis tout ce qui est sur la No Code Family. Donc tu as énormément de podcasts sur Spotify qui sont très très bien faits. Donc ça franchement c'est des très bonnes ressources. Et tout ce qui est no code en plus, ça, comme c'est hyper large comme notion, ça touche tous les aspects de l'entrepreneuriat. En termes de livres, je t'avoue que moi je lis pas beaucoup. Je suis plus sur la... Enfin, quand je lis, c'est plus sur la vulgarisation scientifique. Donc je lis des livres comme Sapiens ou même L'univers expliqué à mes petits-enfants. Okay. C'est des choses où vraiment tu comprends d'une manière macro, parce que c'est ça qui est vraiment important dans le CTO, c'est être capable de vulgariser un programme hyper complexe et en même temps être capable de mettre les mains dans le cambouis pour le débugger. Super. Pour conclure, qu'est-ce que tu souhaiterais ajouter et quelle évolution envisages-tu pour ta carrière professionnelle ? Bah écoute, j'espère être millionnaire avant 30 ans. On te le souhaite. N'oublie pas le gagne-pain. J'investirai, y a pas de souci. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir reçu dans le gagne-pain. Et puis, on te souhaite le meilleur pour My Name is Bond et The Secret Company. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr.
Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.